le conflit ne s'exacerbe pas et pour qu'on n'ait pas une crise monétaire de défiance vis-à-vis de la part des créanciers ou de la part des débiteurs. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, mais alors, cette approche-là a été prolongée en quelque sorte par Terray, puisque Terray, alors avec des tas de co-auteurs, mais c'est lui qui a dirigé l'ouvrage, part de tout un tas de crises monétaires qui ont été observées historiquement pour en déduire une théorie générale des crises monétaires. Et dans cette théorie générale des crises monétaires, il avance une catégorisation aussi des régimes monétaires. Et en fait, lui arrive à la conclusion qu'au-delà du conflit créancier-débiteur, qui effectivement existe, que lui renomme d'ailleurs, enfin il le renomme un petit peu, il l'appelle aussi créancier-débiteur, mais il utilise aussi le nom conflit de distribution, conflit de répartition, etc. Donc en gros, le conflit qui répond à la question qui a accès à la monnaie et dans quelles conditions. Au-delà de ce conflit-là, il y en a d'autres, et il y en a en particulier 3 autres. Il y a éventuellement des conflits possibles entre émetteurs de monnaie, c'est-à-dire que puisqu'on a plusieurs moyens de paiement différents, donc on a potentiellement plusieurs émetteurs de monnaie différents, et donc se pose la question de ces différentes monnaies qui viennent de ces différents émetteurs de monnaie, comment on va les articuler entre elles, comment on va s'assurer que la monnaie de l'un est acceptée par l'autre, etc. Il y a aussi ce qu'il appelle le conflit entre État et société. Alors ce conflit entre État et société, il n'est pas évident en lui-même comme ça, parce qu'en fait, ce que désigne le conflit État-société, quand on va regarder les crises historiques qui sont étudiées, c'est un peu, ça devrait se présenter un peu, alors je simplifie, mais disons un peu comme un conflit entre valeurs communes et intérêts particuliers, disons-le comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autour de... du monnayage, c'est-à-dire, étant donné qu'on a plusieurs moyens de paiement privés et qu'on a besoin de les unifier dans un système de paiement unique, on a besoin d'assurer la convertibilité de ces moyens de paiement privés en une monnaie banque centrale ou une monnaie étatique unique. Et donc, la condition dans laquelle va s'effectuer cette conversion va nous dire dans quelle mesure, comment est régulé et stabilisé le conflit entre État et société. Je disais tout à l'heure que ça pouvait être un conflit qui pouvait être interprété en valeurs communes, intérêts particuliers, parce qu'en fait, dans les études, dans les cas de crise monétaire qui sont étudiés, on voit qu'en fait, le point de tension de ce conflit-là, c'est on a un État qui doit, dans le cadre d'une crise monétaire qui survient, réaffirmer des valeurs communes et réaffirmer notamment des règles de monnayage, c'est-à-dire vos monnaies privées, qui sont émises par des émetteurs différents, elles doivent être converties dans le cadre de règles précises et dans le cadre de valeurs communes précises. Donc c'est ça qu'il s'agit de réaffirmer. Et au-delà du conflit créancier-débiteur qu'on a déjà défini, il y a un troisième conflit qui est un conflit entre communautés monétaires différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs instruments monétaires, mais il n'y a pas que des instruments monétaires privés, il y a aussi plusieurs États différents, plusieurs communautés monétaires différentes, et donc il va y avoir des relations entre plusieurs monnaies banques centrales différentes. Et donc ces relations qui peuvent être conflictuelles doivent être régulées aussi. Et donc finalement, dans ce cadre-là, le régime monétaire ou le système monétaire, c'est le système qui va venir réguler ces 4 conflits-là en même temps. D'accord ? La troisième approche à laquelle on peut avancer, qui apporte quelque chose d'un peu différent, c'est l'approche de Robert Gutmann, qui elle est un peu duale en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on va lire Gutmann et qu'on regarde quelle est sa définition du régime monétaire, il nous dit c'est un ensemble de politiques. C'est-à-dire politique monétaire, politique financière, traitant au dernier ressort, politique de change. En gros, le système par lequel l'État peut gérer tous les problèmes qui risquent de subvenir par la monnaie. Mais on voit aussi, quand on le lit, qu'il y a quelque chose d'autre derrière, c'est que l'État a besoin de gérer les différents problèmes qui peuvent survenir avec la monnaie, parce qu'il existe des contradictions à l'intérieur de l'accumulation du capital. Donc on a un capital qui nécessite de s'accumuler, et qui a plusieurs formes. Qui a une partie industrielle, mais qui a aussi une partie financière, et cette partie financière, elle peut servir à financer la production, mais elle peut servir aussi, comme capital fictif, à la spéculation financière. Et donc le régime monétaire, par intermédiaire de ces différents instruments politiques, va être ce qui va permettre d'assurer, d'articuler les différents types d'accumulation des 3 différents types de capitaux, si je peux le dire comme ça.
Et donc on a là l'idée que finalement, alors c'est déjà présent chez les autres auteurs, mais là c'est réaffirmé à un niveau un peu plus explicite, de dire que finalement, en fait, dans une économie capitaliste, le cœur du problème c'est l'accumulation du capital, et donc le régime monétaire, peu importe comment on le définit, doit être compatible avec les nécessités de l'accumulation du capital. La question, puisque là on a vu 3 approches régulationnistes, la question qui restait à traiter, qui faisait partie de l'approche post-keynésienne, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la question de l'ancrage nominal. Parce que, avec leur théorie de l'inflation comme conflit de répartition, quelque part, les post-keynésiens nous donnent une porte d'entrée vers, dans ces différents conflits qu'on a vus, dans ces différentes formes de régime monétaire qu'on a étudiées, enfin dans les différentes définitions qu'on a vues, finalement, le problème de l'ancrage nominal, le problème de la garantie de la valeur monétaire, il est à attribuer à quoi, finalement? En fait, si on le voit comme ça de manière toute simple, si l'inflation est un conflit de répartition, parce qu'effectivement, une inflation plus élevée peut favoriser les débiteurs, alors qu'une inflation plus faible peut favoriser les créanciers, si je le dis comme ça de manière simple. Ça veut dire tout bêtement que l'ancrage nominal, si on le considère comme ciblage d'inflation ou comme principe de contrôle des prix, il appartient au conflit de distribution ou au conflit créancier-débiteur. Ce qui veut dire en généralisant qu'en fait, ce qui permet au régime monétaire de garantir la valeur de la monnaie, eh bien ça fait partie, ça entre dans le cadre de, finalement, dans la répartition, dans la distribution, le régime monétaire est à l'avantage de quel groupe d'intérêts? Est-ce qu'il est à l'avantage des créanciers, des débiteurs ou d'autres groupes? Ça on peut le voir. Donc voilà pour les différentes approches. Là, elles ont été présentées d'une manière un petit peu éclatée les unes après les autres. Mais là, on va voir dans la synthèse que je vais vous faire, comment on peut les réunir d'une manière un petit peu plus cohérente. Alors évidemment imparfaite, parce que ça reste une synthèse, mais on va voir comment on peut toutes les mettre en cohérence. On peut aboutir à une définition globale qui va s'articuler en 3 étages. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de se dire, on a un régime monétaire à définir, donc comment on le définit, et à partir du moment où on a un cas concret à étudier, on va l'étudier, on va regarder quoi. D'accord ? Alors, les 3 étages sont les suivants. Le premier étage, c'est l'étage primordial, c'est celui de l'accumulation du capital. Alors vous allez me dire, ça ne fait pas partie du régime monétaire. C'est vrai. Mais encore une fois, si on se préoccupe d'une économie capitaliste, moi je suis marxien à la base, donc je suis obligé d'admettre que en économie capitaliste, tout régime monétaire quel qu'il soit, doit satisfaire les exigences de l'accumulation du capital. Pour s'accumuler, le capital a des exigences. Il nécessite que le régime monétaire soit agencé d'une certaine manière ou formé d'une certaine manière. Et donc, le premier étage essentiel du régime monétaire, qui va le déterminer en premier lieu, c'est celui-là. Le deuxième étage, ça va être constitué par les différents conflits qu'on a vus. Puisqu'effectivement, alors le capitalisme évidemment, mais la monnaie en elle-même est quelque chose de conflictuel, donc qui engendre des conflits. Quels sont ces conflits et comment vont-ils être régulés? On va préciser tout à l'heure. Et donc le régime monétaire est déterminé par ces deux choses-là. La forme du régime monétaire, que parfois quand on lit des auteurs néoclassiques, on a l'impression que c'est dû un peu au hasard, ou alors à des choix de politique ou des choix théoriques. En fait, ça n'est pas du tout lié au hasard, c'est déterminé profondément par les nécessités de l'accumulation du capital et par les contradictions monétaires à réguler dans ce cadre-là. D'accord ? Et le troisième étage, c'est ça qui est intéressant, on va le voir dans les conclusions dans le cadre de la zone euro, puisque ça m'intéresse encore un petit peu, ça va être l'étage des différentes politiques que notamment on a mentionné à travers Gutmann. C'est-à-dire que l'État effectivement dispose de moyens de gestion, ce qui veut dire que dans ces moyens de gestion, il dispose d'un certain degré de liberté. Et donc à l'intérieur des contraintes posées par les 2 premiers étages, il va avoir un certain degré de liberté à l'intérieur du troisième. D'accord ? Donc on va voir précisément comment ça va s'agencer tout ça. Alors, dans ce tableau-là, vous avez des précisions sur le deuxième étage. C'est-à-dire les différents conflits qu'il y a à réguler, donc qui font partie du second étage du régime monétaire, de ce qui forme le régime monétaire. Exactement, c'est quoi? Alors, j'ai déjà mentionné les 4 conflits tout à l'heure. Ils ont déjà été identifiés, je les ai retranscrits tels quels, je ne les ai pas mentionnés. On a plusieurs règles, on a un système de règles. Alors, évidemment, ça sonne un peu hermétique, un peu schématique, simplicité oblige. Mais disons qu'en termes généraux, on peut dire que les règles qui vont venir réguler le conflit entre émetteurs de monnaie, donc les contradictions entre les différents traités privés, ça va être les règles de paiement.
qui vont établir les liens entre les différentes monnaies privées entre elles. Le conflit État-société, lui, va être régulé par ce qu'on a appelé tout à l'heure les règles de monnayage. C'est-à-dire ces différentes monnaies privées, comment est-ce qu'elles sont converties, comment est-ce qu'elles sont unifiées à l'intérieur d'un système de paiement unique. Si on passe au conflit distributif, conflit créancier-débiteur, etc., donc tout ce qu'on a mis sous cette appellation, on va se tourner vers les règles de compte. Les règles de compte qui vont nous dire, voilà, la monnaie doit être créée, qui a accès à la monnaie, comment est créée la monnaie, comment on garantit la valeur de la monnaie. Et donc là, ce sont des règles qui disent, en fait, ce régime monétaire profite à qui, tout simplement. Et dans le cas du dernier conflit qui existe entre communautés monétaires, les règles qu'on va regarder, évidemment, ça va être les règles de change. C'est-à-dire les différentes monnaies internationales, comment on va les mettre en relation entre elles. Et comment on va s'assurer qu'elles puissent être en lien et qu'elles puissent être convertibles les unes avec les autres. Et donc, non, on va le voir avec le troisième étage, ça sera mieux. Troisième étage, justement. Qu'est-ce qu'on voit avec le troisième étage? On a déjà dit au premier étage qu'il y avait une contrainte qui était liée à l'accumulation du capital. Là, au deuxième étage, il y a une contrainte qui est liée à la régulation des conflits monétaires. Au troisième étage, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un espace de liberté. Donc, on a une détermination, ce sont ces liens du terme, c'est une délimitation de ce que peut être un régime monétaire à travers les deux premiers étages. Le troisième nous dit, l'État, à travers ses politiques, peut exercer, disons, sous une certaine autonomie, mais, comment dirais-je, ces décisions sont à prendre toujours dans ce cadre-là. Et ce qui va être intéressant, c'est regarder ce qui se passe justement dans le cas d'une crise. Parce que c'est là, en fait, que le troisième étage va prendre tout son sens analytiquement, j'ai envie de dire. Parce que s'il n'y a pas crise, finalement, eh ben, le troisième étage, c'est-à-dire les décisions politiques, sont ce qu'elles sont, elles respectent la forme du régime monétaire et il n'y a pas trop de problème. Mais en cas de crise, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a crise dans l'accumulation du capital et potentiellement dans le régime monétaire, le rôle des décisions politiques de l'État, à travers la politique monétaire, etc., ça va être de faire en sorte que et l'accumulation du capital et la forme du régime monétaire tel qu'elle est soient préservées en l'état. Et donc dans une situation de crise, on va voir que ce qui est délimité dans le troisième étage va avoir un effet, ou plutôt un but de reproduction active. Donc le but, ça ne va plus être de reproduire passivement le régime monétaire en étant déterminé par son cadre, mais ça va être, par le degré de liberté qu'on possède, d'essayer de faire ce qu'on peut pour le sauver et pour le perpétuer tel qu'il est. Quitte à ce que dans nos pratiques politiques, on ait des changements extrêmes. Il vous reste 2 minutes. Oui. Et donc je dis... Bon, c'est pas grave, il restait que la conclusion de toute façon. Je disais, le troisième étage, contraint par les deux premiers, déterminé par les deux premiers, mais dans le cadre de sa détermination par les deux premiers, a quand même un degré d'autonomie en cas de crise. Et la conclusion que je voulais avancer, c'est, puisqu'on a abordé au départ la possibilité d'une application pratique, moi je m'étais intéressé un peu à la zone euro, et la question des politiques monétaires non conventionnelles. Parce que c'est vrai qu'il y a eu... Ah voilà, parfait. Dans le cadre des politiques monétaires non conventionnelles, on a eu des changements politiques qui ont été assez extrêmes. C'est-à-dire, on est passé, je vous la fais hyper schématique, on est passé d'une politique de taux d'intérêt à une politique de bilan, en gros, où l'instrument de la politique monétaire est devenu le bilan, ce par la composition ou par la taille. L'instrument du taux d'intérêt est devenu quasiment totalement obsolète et inefficace. Et dans ce cadre-là, la question de savoir est-ce que oui ou non on a changé de régime monétaire, ça inclut justement de faire la distinction entre les deux premiers et le troisième étage. Parce que si on ne regarde que les changements superficiels de politique monétaire, on va être amené à dire, tout bêtement, évidemment, il y a un changement. C'est ce qu'on voit des changements aussi drastiques. Mais en réalité, quand on va regarder la manière dont s'agence l'accumulation du capital, quand on va regarder les différents rapports de force qui sont instaurés à l'intérieur de la zone euro avant la crise et qui demeurent aujourd'hui après la crise, en fait, on se rend compte que ce qui a l'air d'être arrivé avec les mesures non conventionnelles, c'est plutôt justement un de ces exemples de prise de liberté dans le troisième étage, qui visait en fait à mettre en place des politiques monétaires extrêmement non conventionnelles pour sauver le régime monétaire dans la forme qu'il avait au départ et pour permettre l'accumulation du capital telle qu'elle avait lieu avant la crise. Donc, merci beaucoup. Merci. Bien.
le dernier exposé, donc Jacques Millet. Merci. Donc ça s'intitule Taux d'intérêt négatif, le trou noir du capitalisme financier. Alors toi, tu as la chance qu'on soit plus dans la même chambre. Ouais. Je suis un photo informaticien, donc j'en sais encore une souris, mais non, je sais pas. Voilà. Voilà, alors habituellement je me présente comme un trader repenti, mais ce matin j'ai entendu aussi que je pouvais être un schizophrène de la finance qui avait trouvé son salut dans l'enseignement et dans la recherche. Voilà. Mais c'est une voie qui reste difficile, et après avoir entendu les 3 exposés précédents, je suis très inquiet. Et alors mon soi-disant ami Roland m'a demandé si je pensais avoir le niveau pour cette quatrième présentation. Donc je vous demande beaucoup d'indulgence. On va revenir peut-être à un aspect plus pratique, plus historique des faits. Voilà, peut-être moins théorique, mais je pense qu'on aura quand même des choses intéressantes à dire. En fait, l'idée de départ, c'est ce que j'ai appelé dans une présentation que j'ai faite à nos amis suisses l'année dernière, une mémoire d'un dinosaure. J'ai commencé ma vie professionnelle avec des taux d'intérêt à 20%. Et je les ai vus baisser, enfin les fonds d'État c'était 17, comme ça. Je les ai vus baisser, franchir des seuils que je croyais infranchissables, 10, 6, 8, 4, 2, 0. Et comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai enseigné aussi que les taux d'intérêt ne devaient jamais être négatifs parce que les billets avaient pas d'intérêt marqué dessus. Voilà. Bon, donc c'est quand même un vrai questionnement. Et puis le vrai questionnement, c'est, et ça rejoint des choses qu'on a dit ce matin, c'est que cette situation, c'est en fait, elle est née, alors, en continuité dans le régime, mais elle est née d'une crise, ou plutôt d'une répétition de crises financières et économiques par ricochet, et d'une façon de les traiter, ou plutôt de ne pas les traiter. Alors j'aime bien prendre la métaphore médicale. En fait, il y a des pathologies dans la macroéconomie, parce que là, aujourd'hui, dans cette séance, on parle pas beaucoup de macroéconomie, et donc la finance, la monnaie, la macroéconomie, ça marche ensemble, bien que dans la finance, il y a beaucoup de stratégistes qui ne parlent que de macroéconomie classique, ils parlent de production, de consommation, d'inflation. Et les conditions de financement, ils n'en parlent jamais, donc il ne va jamais venir les crises, évidemment. Voilà, donc c'était de relier la macroéconomie, et que cette crise de 2007-2008, elle n'a pas commencé en 2007-2008. Elle a commencé en fait lorsque s'est installée ce qu'on a appelé la ownership society, l'économie patrimoniale, de la compression des revenus et l'orientation des économies dans la redistribution vers les détenteurs de patrimoine, l'augmentation du patrimoine et ce qu'on voit aujourd'hui avec les 0,01% qui sont enrichis. Alors ce qui est intéressant dans le processus, et ça rejoint encore une fois ce qu'on a dit ce matin, c'est que le mainstream ne s'intéresse pas à cette question. Donc si on prend cette métaphore médicale, il s'occupe, et les banquiers centraux eux-mêmes, ils s'occupent de soigner, hein, c'est un peu ce que vous avez dit, ils soignent, ils ne changent pas le régime, ils soignent, mais ils ne guérissent pas. C'est-à-dire que les racines profondes de la crise, qui sont macroéconomiques, qui sont dans le régime d'accumulation et dans le régime de redistribution, rien n'est fait, rien ne change. Et d'ailleurs, quand on a dit les 10 ans de Lehman Brothers, j'avais fait un papier qui aurait bientôt été publié, les 10 ans de Lehman Brothers, en fait c'est la célébration d'une crise qui n'a pas eu lieu, puisqu'on l'a résolue. Voilà. Et alors en face de ça, on a effectivement les nouvelles pensées. Alors on a eu en 2000 la nouvelle économie, en 2006 la nouvelle façon de faire le crédit, et on a maintenant la modern monetary theory,
qui dit qu'un État peut s'endetter indéfiniment et que si la Banque centrale lui achète ses titres, il ne se passera rien de grave. Bon, je passe là-dessus sur le... Alors pourquoi j'ai appelé ce livre Le Trou Noir? Parce qu'effectivement, ayant vécu, et puis ayant un peu une lame d'un historien, d'un observateur à la fois statisticien et historien, j'ai vu les taux baisser à 3%. Je prends les États-Unis parce qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de réunification, donc c'est vraiment un peu pur, si je puis dire. Donc 3% pour traiter les savings and loans, 1 à 2% pour traiter la crise de la nouvelle économie, avec un délai un peu allongé, et puis maintenant 0% ou en tout cas un taux réel négatif pendant 8 ans, et en Europe pendant 10 ans et plus. Et donc l'idée qu'on baisse, et puis on essaie de remonter, de revenir à un taux, on essaie d'appliquer la règle de Taylor, et puis on n'y arrive pas, et puis on baisse, parce qu'il y a une crise, et puis, etc. Et que le trou noir, c'est l'idée trou noir astrophysique, c'est-à-dire ça capte l'énergie, ça capte la lumière, et ça ne ressort pas. Et donc l'économie plonge dans ce système d'accumulation et de production qui est déréglé, et comme on ne traite pas ce dérèglement, elle rentre dans une économie de taux négatifs, de financement de la dette par tous les moyens, sans pouvoir en sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est que... Alors oui, j'ai fait une petite parenthèse, puisqu'on a parlé de schizophrénie à plusieurs reprises aujourd'hui. Les banquiers centraux sont-ils schizophrènes? Quand on regarde ces politiques monétaires non conventionnelles dont vous avez parlé, on dit qu'il y a des effets, encore métaphore médicale, il y a des effets positifs, des effets indésirables et des effets qu'on appelle iatrogènes. C'est Eric Fimbel qui m'a fait découvrir ce mot à propos des options exotiques. Voilà. Ça veut dire quoi iatrogène? C'est-à-dire que le médicament produit l'effet contraire de celui qui est recherché, c'est-à-dire qu'il aggrave le mal au lieu de le résoudre. Alors il y a une liste là sur ce slide d'un certain nombre d'effets iatrogènes des politiques monétaires non conventionnelles. Et savez-vous qui sont les auteurs de cette liste? Eh bien ce sont les banquiers centraux eux-mêmes. Un groupe qui s'appelle le G30, qui se réunit régulièrement, qui comprend un certain nombre de célébrités dont vous reconnaîtrez le visage, Volcker, Bernanke, etc. Donc, tous les anciens ou les actuels, voilà, et qui ont écrit, alors ça a été écrit sous la plume d'un ancien de la BRI, et la BRI a toujours des jugements assez définitifs sur les manquements de la politique monétaire. Donc c'est lui qui l'a rédigé, il m'a expliqué quand je l'ai rencontré que ça n'avait pas toujours été facile avec les banquiers allemands, centraux allemands et français, mais il a écrit ça quand même. Donc, ce rapport, les banquiers centraux sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Et ils le font quand même. Et ils expliquent à la fin du document, littéralement, qu'ils le font quand même parce que s'ils changeaient d'avis, de comportement, ça montrerait qu'ils se sont trompés et ils perdraient de leur crédibilité. En toutes lettres. Donc, ce rapport n'a pas été tellement... publié, enfin il n'a pas été rendu public massivement. Alors, donc ma thèse dans ce petit livre que je vous fais passer, c'est un trou noir, c'est-à-dire qu'on n'en sortira pas sans crise ou sans un changement profond de régime. Et de 2016 à 2018, je me suis gouré, regardez, les Américains sont en train de revenir vers la règle de Taylor progressivement, laborieusement, à pas de loup, en se cachant, etc. Et ils vont finir par y arriver, voilà, la courbe des taux nominaux, les Fed Funds en taux nominal repassent positif, donc ça y est, on est à l'inflation, donc je me suis planté. Et puis, patatras, quand les marchés ont compris que, je passe un peu en avant pour voilà, les marchés, ce graphique c'est très intéressant, les lignes, alors c'est un peu technique, c'est la Réserve fédérale publie tous les trimestres, ce qu'on appelle les dots, les points que les participants du FOMC, sur lesquels ils fixent leur prévision de taux de fonds fédéraux à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Si on les prend en historique, on voit la courbe des anticipations. Au début, quand ils ont parlé de normalisation, l'objectif c'était 4%. Et puis, avec le temps, les atermoiements de Bernanke, de Yellen, etc., c'est descendu vers 2 et quelques, 2,5, 2, 3 quarts. Et puis Powell est arrivé, pas comme Zorro, mais Powell est arrivé et il a dit, bon, moi, mon mandat, c'est de normaliser, l'objectif, c'est 3%, et les dots sont remontés. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
La ligne, là, ce sont les dots, c'est les anticipations des banquiers centraux américains. Et la ligne courbe, c'est la ligne des anticipations du marché, les dépôts euro-dollar à 3 mois. Normalement, l'euro-dollar à 3 mois, il vaut un peu plus, 10-15 BP de plus que le fonds fédéraux. Regardez. La différence, le marché ne croit pas à la normalisation. Le marché ne croit pas à la normalisation. Le marché, là, c'est lointain, il y croit un tout petit peu. Et puis arrive Powell. Et là, le marché se rend compte que Powell va effectivement faire cette normalisation. Donc, on vient recoller, on passe dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux choses. La bourse perd 20% entre le 15 octobre et le 15 décembre. Et M. Trump, qui est très solidaire de la bourse parce qu'il est persuadé qu'il sera réélu si la bourse fonctionne, M. Trump dit: M. Powell, je vais vous virer. C'est M. Powell, c'est vous qui faites le mal, le plus grand mal à l'économie. Bon. Et on a la volte-face, et on a la baisse des anticipations. La Réserve fédérale s'aligne sur les désirs du marché et sur la volonté du président. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si on est dans un régime monétaire constant, mais en tout cas ce régime monétaire, il est productif de crises répétées. J'ai étudié 11 cycles de resserrement monétaire aux États-Unis dans l'après-guerre. Quand on regarde la performance boursière sur ces périodes-là, il n'y a pas de règle. Des fois la bourse monte, des fois elle monte, des fois elle baisse. Pendant qu'on remonte les taux d'intérêt, dans le cycle économique, on remonte les taux d'intérêt, quelquefois la bourse monte, quelquefois elle baisse. Mais si on regarde ce qui se passe à la fin du cycle de resserrement, on prend le point haut, par exemple, imaginons qu'aujourd'hui, avec les records qui sont établis, on soit au point haut du cycle, et qu'on continue à monter les taux, voilà ce qui se passe à chaque fois, sauf une fois. La baisse de la bourse dans la fin de cycle. Et c'est des baisses très substantielles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? On s'est dit, l'économie, telle qu'elle est structurée, n'est pas en état d'absorber un choc boursier classique. Nous ne pouvons pas aller à la fin du cycle de resserrement monétaire. Nous devons l'interrompre pour ne pas créer les conditions d'une nouvelle crise boursière, qui serait une crise économique comme les précédentes, compte tenu de la réalité du cycle. Alors la question, donc, c'est on est peut-être effectivement, comme vous l'avez dit, d'un point de vue théorique, dans un régime monétaire, mais on est dans un régime quand même spécial, où on met en place des outils, alors ZIRP, Zero Interest Rate, NIRP, Negative Interest Rate, et quantitative easing permanent, comme le fait le Japon, comme le fait la BCE, enfin, en tout cas, semble devoir être condamné à le faire, la BCE. Alors, est-ce que c'est un nouvel état de la finance? J'ai pas un nouveau régime monétaire, mais un nouvel état de la finance. Un haut fonctionnaire français, ancien haut fonctionnaire français, m'a dit ça un jour, mais vous n'y comprenez rien, vous avez des schémas de pensée anciens, c'est un nouvel état de la finance. Qu'est-ce que c'est qu'un nouvel état de la finance? Moi je dis, je crois plutôt que c'est la cavalerie pure et dure. Et là je me réfère justement à l'opinion émise par Hervé Hanoun, ancien directeur général adjoint de la BRI, qui dit, mais c'est une vraie question là, de recherche, est-ce qu'un État et une banque centrale qui sont en fait le même émetteur souverain peuvent réellement émettre de la monnaie, de la dette et de la monnaie indéfiniment sans autre contrepartie que leurs dépenses, donc faire fonctionner l'hélicoptère monétaire par le biais de la dépense publique? Est-ce qu'ils peuvent le faire indéfiniment sans mettre en situation de faillite? Alors, ce qui m'intéressait dans l'exposé précédent, c'est l'idée des échanges internationaux. Parce que, en fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est un vrai défi intellectuel. Pour des gens, moi je revis presque 20 ans après les mêmes effrois qu'avec la nouvelle économie à la fin du XXe siècle. Mais t'es un vieux con, t'as rien compris. Hein? Les boîtes, maintenant, ça se valorise comme ça. Alors maintenant, je suis un vieux con parce que je ne comprends pas, je ne crois pas qu'on puisse émettre de la monnaie indéfiniment sans que la richesse réelle progresse. Voilà. Alors, ce qui est très compliqué, c'est quand on cherche comment la chose pourrait se terminer.
Le problème, c'est qu'on n'a plus d'inflation. Alors, il y a un débat sur l'inflation réelle, ressentie, mesurée, etc. Mais quand on regarde l'histoire, la grande histoire longue des États-Unis ou la France, en fait, en dehors des périodes de guerre ou de crise profonde, l'inflation, elle se balade effectivement entre 0 et 5%. Donc, la crise qui pourrait mettre fin au système dans lequel nous sommes aujourd'hui ne sera pas une crise d'inflation parce qu'il n'y a pas de conflit pour la répartition de la richesse. On voit aujourd'hui les États-Unis, les salaires montent, mais les prix ne montent pas parce que la concurrence mondiale fait que de toute façon, on ne peut pas monter les prix. Donc c'est les marges qui s'affaiblissent. Alors s'il n'y a pas d'inflation, quel est le schéma qui peut mettre fin à cette histoire? Et moi je pense que, ça c'est un peu votre sujet, c'est tout à fait votre sujet, c'est la confiance. C'est-à-dire on est dans des systèmes... la confiance est auto-alimentée par un discours des banquiers centraux qui vous expliquent tous les jours qu'ils vont faire ce qu'il faut, whatever it takes, et je peux en mettre une couche, et je peux en faire encore. On verra ce que Madame Lagarde fera quand elle aura pris les commandes. Mais cette idée, dormez tranquille, citoyens, la Banque centrale est là pour, bien sûr, boursicoteurs surtout, la Banque centrale est là pour faire tourner la machine. Bon. Alors qu'est-ce qui peut faire déraper le truc? Et alors moi je pense que l'analyse elle est très très liée aux échanges internationaux, c'est-à-dire aux comparaisons de monnaie. Et que la situation des trois zones monétaires mondiales, Japon, Europe, États-Unis, en fait elle est comparable dans leur conduite de politique. Si les États-Unis, sous l'injonction de Trump, remettent en place des politiques ultra-accommodantes, mais qu'en fait elles sont très différenciées quant à leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Au Japon, c'est un truc fermé. Bon, ils vont passer de 125 à 100 millions d'habitants entre eux. Ils sont créanciers externes pour des montants colossaux. Bon, tant que le peuple japonais est content de la façon dont son gouvernement le traite, le Japon peut faire du quantitative easing perpétuel. Voilà. Il y a 2% de la dette japonaise est détenue par des non-japonais. Ils s'en foutent. Les États-Unis, ils sont débiteurs, mais ils sont de la monnaie mondiale et ils sont la puissance, l'hégémonique militaire. Donc on ne va pas les chatouiller là-dessus pour l'instant. Et l'Europe, pour finir, c'est pour ça que Madame Lagarde va avoir un énorme défi à sa prise de fonction, c'est que l'Europe est complètement hétérogène. Et l'Europe aujourd'hui, l'Allemagne dans les balances target, le système monétaire européen, l'Allemagne est créditrice à peu près 1000 milliards. En face d'elle, il y a 450 milliards pour l'Espagne et 550 pour l'Italie, ou quelque chose comme ça. Donc il y a un déséquilibre énorme, et c'est normal puisque l'Allemagne accumule des balances, des paiements excédentaires sur ses partenaires européens. Donc les clients exportateurs des banques allemandes ont des créances sur des clients importateurs des banques espagnoles, italiennes, portugaises, etc. pour des montants plus faibles. Et l'autre paradoxe auquel Mme Lagarde va devoir faire face, c'est que quand on achète de la dette publique, si elle se remet à acheter de la dette publique européenne, en principe elle l'achète au prorata des PIB. Mais qui a le PIB le plus important, c'est l'Allemagne, et qui a le ratio de dette le plus faible, c'est l'Allemagne. Donc à un moment donné, ça coince. Voilà. Donc voilà, moi mon idée, mais c'est vraiment un sujet... un régime d'accumulation patrimoniale qui n'est pas efficient du point de vue macroéconomique, donc qui génère périodiquement des crises de surendettement. Alors parce qu'il y a un mécanisme, c'est que dans ce système d'accumulation patrimoniale, les détenteurs de patrimoine, ils sont contents de prêter leurs sous, mais à un moment donné, ils disent au fond à qui les prête-t-on? Donc on a les subprimes, on a en 2011 la crise de la dette grecque et par ricochet d'un certain nombre de pays européens. Donc il y a des phénomènes de rupture. Et c'est pour ça que je pense qu'on revient dans le sujet des conventions et des ruptures mimétiques. Je pense que la crise qui viendra en Europe ne sera pas une crise d'inflation, de remontée inappropriée des taux, ou de choses qu'on a vécues par le passé. On sera dans quelque chose de très différent, qui sera une crise radicale sur la confiance dans les politiques gouvernementales et des banques centrales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste pour David,
ce serait bien si vous pouviez, si tu pouvais collecter les PowerPoint pour nous les distribuer. Absolument. Et les exposants peuvent envoyer des... C'est fait déjà. Ah, c'est fait déjà, mais peut-être tout le monde ne s'est pas fait confinement. Donc d'abord on remercie Jean-François qui est notre discutant, oui, qui a été prévenu hier ou quelque chose comme ça. Ah oui. Donc, il va pouvoir nous montrer sa dextérité intellectuelle. On m'a demandé de remplacer Laurence Skalov. Je ne sais pas si je vais pouvoir la remplacer, parce que comme vous le savez, Laurence est irremplaçable. Et je remarque qu'il n'y a pas de filles dans le groupe, mais je vais quand même me prêter l'exercice. Alors, j'ai trouvé que la session était très riche à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle mêlait, je ne sais pas qui a eu l'idée d'organiser cette session avec ces différents intervenants, mais j'ai trouvé très riche à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a à la fois des seniors et des juniors, ce qui est pas toujours le cas. Il y a également le fait qu'on a à la fois des chercheurs, des théoriciens, même, on a vu, et des praticiens de la finance notamment. Donc mélanger les praticiens et les théoriciens, ça donne toujours quelque chose d'intéressant. Et puis on a aussi une question qui, à mon avis, mériterait plus que 2 heures de débat, c'est la question du renouvellement des pensées monétaires et financières. Depuis 10-15 ans, on assiste effectivement à un renouvellement, à un foisonnement des approches monétaires et financières nouvelles. Pour moi, ça se fait en parallèle du foisonnement auquel on assiste aussi sur les pratiques monétaires et financières, sur les nouveaux instruments monétaires et financiers. Donc c'est à la fois au niveau de la théorie qu'on voit qu'il y a des choses qui émergent, et sur les pratiques et les outils, que ce soit les nouveaux outils de la finance ou les nouveaux outils monétaires avec les crypto-monnaies, les monnaies locales complémentaires, qui sont des formes d'innovation monétaire relativement récentes. Alors, je vais faire des commentaires rapides sur chacun des papiers et à la fin, j'aurai des questions générales pour l'ensemble des 4 intervenants. Sur le papier de Marc Langlais, Abstraire le marché, quand j'ai lu la présentation initiale,